Il m'avait tout pris. Pas seulement l'argent mais la dignité, la voix, le calme que j'avais mis des années à construire. Ce matin-là, il faisait lourd. Une chaleur humide collait aux vitres du petit appartement que je louais à Saint-Ouen. Le ventilateur grinçait dans un coin, et moi, je fixais l'écran de mon ordinateur. Une notification venait de s'afficher, votre compte a été débité de 12 850 €. J'ai cru à une erreur. Mais en ouvrant les détails, j'ai vu son nom, Thomas Delaunay. Mon exemple, mon ancien compagnon. Celui avec qui j'avais tout partagé pendant 4 ans jusqu'à lui laisser procuration sur notre compte commun, par confiance. J'ai ressenti une brûlure au creux du ventre. Mon souffle s'est bloqué. Je l'ai appelé, encore et encore. Messagerie directe. Puis un message tu m'as quitté, non? Alors je prends ma part. Sa part? C'était mon salaire, mes économies, ma caution, mes heures supplémentaires de nuit à la clinique. Tout ce qui devait servir à payer le notaire pour l'achat de mon futur studio. À ce moment-là, j'ai senti un mélange étrange de peur et de lucidité. J'étais seul, sans argent, sans preuve écrite, pensait-il. Mais il se trompait, parce que ce qu'il ignorait, c'est qu'en même temps qu'il me vidait de mes comptes, je venais de recevoir un document qui allait tout changer, une reconnaissance de dette signée de sa main, datée du 12 mars 2022. Et ce jour-là, j'ai compris une chose, je n'allais pas me défendre seulement. J'allais me reconstruire. Je m'appelle Camille Martin, j'ai 34 ans, et pendant longtemps, j'ai cru que la loyauté suffisait à protéger une relation. J'ai grandi dans une petite ville près de Rouen, fille unique d'un père fonctionnaire et d'une mère infirmière. La maison sentait toujours le désinfectant et le café brûlé. On parlait peu, on travaillait beaucoup. L'amour, chez nous, se mesurait à la stabilité, pas aux mots tendres. Je crois que c'est pour ça que j'ai cherché si fort quelqu'un comme Thomas, quelqu'un qui parlait fort, qui riait, qui semblait savoir où il allait. Je l'ai rencontré en 2018, dans le hall d'un hôpital privé à Levallois. Il réparait une machine d'imagerie médicale, torse légèrement penché, un tournevis à la main. Moi, j'étais infirmière de nuit, fatiguée, les yeux cernés mais curieuse. Il m'a souri et dit « vous avez besoin d'un vrai café, pas de celui du distributeur. » J'ai ri. C'était la première fois depuis des semaines. Tout a été rapide ensuite, les week-ends à Deauville, les repas improvisés, la clé de son appartement qu'il m'a donnée après seulement 6 mois. Thomas avait cette manière d'être sûr de tout de lui, de nous, du futur. Il parlait déjà de notre maison, nos projets, nos comptes. Et moi, naïvement, j'ai suivi. En février 2020, on a ouvert un compte joint à la Banque du Nord. Numéro IBAN que je connais encore par cœur, FR 76 24 87 92 103 451. Le conseiller nous avait félicités pour notre confiance mutuelle. J'avais versé 10 000 € d'un coup mes économies d'intérim. Thomas, lui, avait promis de mettre sa part plus tard, après un contrat. Cette part n'est jamais venue. Puis il y a eu le confinement. Les nuits d'angoisse, les gardes doubles à l'hôpital, les disputes. Thomas ne supportait pas que je travaille autant. Il disait que je m'éloignais. Mais comment expliquer à quelqu'un que sauver des vies devenait parfois la seule façon de tenir debout? En juin 2021, j'ai trouvé un reçu plié dans la poche de sa veste 1 200 € dépensés au nom d'un restaurant à Bordeaux, alors qu'il m'avait dit être en mission technique à Lille. J'ai compris, sans preuve claire, que quelque chose s'était cassé. Pourtant, j'ai continué. J'ai payé la moitié de son crédit auto, les factures EDF, même une partie de son prêt personnel. J'avais gardé les justificatifs sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être un instinct, peut-être la peur d'être effacé. L'année suivante, il a commencé à parler d'un projet immobilier commun. J'avais 15 000 € de côté. Il m'a convaincu de transférer cette somme sur notre compte joint pour montrer au notaire notre capacité d'épargne. J'ai obéi. Et le 12 mars 2022, lors de notre rendez-vous chez Maître Lefebvre, notaire à Boulogne-Billancourt, Thomas a signé seul une reconnaissance de dette de 15 000 € en faveur de mademoiselle Camille Martin pour contribution anticipée à projet immobilier commun. Il l'a fait à la va-vite parce que Maître Lefebvre insistait sur la transparence financière. Je n'imaginais pas, ce jour-là, que cette feuille deviendrait mon arme la plus précieuse. Les mois suivants, notre couple a vacillé. Thomas rentrait tard, disparaissait les week-ends. Je travaillais de nuit, il dormait le jour. Nos vies ne se croisaient plus. Et puis, un soir d'octobre, il a simplement dit « Je crois qu'on ne veut plus la même chose ». Pas de cris, pas de drame. Juste le silence. Je suis partie. J'ai pris mes affaires, quelques vêtements, mes diplômes et je me suis installée dans un petit 2 pièces à Saint-Ouen. Je pensais tourner la page. Mais 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de la banque. Un transfert total, vers un compte à son nom, avait vidé 12 850 € de notre compte joint. Je me souviens encore du ton neutre du conseiller « Madame, c'est une procuration conjointe ». Il en avait légalement le droit. Ce mot droit m'a glacé.
parce que je savais désormais que la justice ne se trouvait pas dans les mots, mais dans les preuves. Alors j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. J'y ai retrouvé la reconnaissance de dette. Et j'ai compris que cette histoire ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi ont été flous comme un brouillard de fatigue et d'incrédulité. Je me réveillais à midi, je buvais du café froid. Et j'essayais de comprendre comment j'avais pu en arriver là. Comment une relation fondée sur la confiance avait pu devenir une affaire de virement, de signature, de preuves. J'ai pris un cahier, celui où je notais autrefois mes gardes à l'hôpital, et j'ai commencé à y lister, ligne après ligne, tout ce que j'avais payé depuis le début mars 2020 facture. EDF 146,72 € avril 2020. Versement sur le compte 500 € juillet 2021. Paiement crédit auto 387 € décembre 2021. Acompte projet immobilier 15 000 quand j'ai terminé. J'ai compté le total 26 481,72 €. C'était plus que mon salaire net d'un an. Et pourtant, je n'avais rien. Pas même une clé, pas un reçu, pas une excuse. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était plus une histoire d'amour, mais un dossier. Et que pour survivre, il fallait que je me comporte comme froide, méthodique, préparée. Un soir, j'ai retrouvé par hasard un mail du notaire, daté du 12 mars 2022 à 18h47. Pièce jointe reconnaissance de dette signée par monsieur Delaunay à conserver pour vos archives. Je ne l'avais jamais remarqué. Ce mail était ma planche de salut. J'ai commencé à tout classer dans un dossier bleu Thomas Affaires financières. J'y ai glissé les captures d'écran des virements, les relevés bancaires, les messages où il me remerciait de gérer les factures et même une photo prise chez le notaire, où on le voyait signer, sourire en coin. Mais la honte, elle, ne se classait pas. Je n'osais en parler à personne, pas même à mes parents. Ma mère m'aurait dit que les couples, ça se partage, et mon père aurait haussé les épaules, c'est le risque quand on mélange sentiments et argent. Alors j'ai gardé le silence. Je faisais mes gardes, je rentrais, je dormais mal. Parfois, je rêvais qu'il entrait dans mon appartement, qu'il riait en disant « Tu n'as jamais rien compris ». Un matin de janvier, j'ai reçu un SMS « Salut, j'ai gardé le canapé. T'en fais pas, je te rembourse un jour ». J'ai relu ce message des dizaines de fois. Pas pour le canapé mais pour ce un jour. Je crois que c'est ce mot qui m'a réveillée, parce qu'à cet instant, j'ai décidé que ce jour allait arriver. Mais ce ne serait pas le sien, ce serait le mien. J'ai cherché sur Internet, reconnaissance de dette valable en France, procédure civile simplifiée, avocat droit civil Paris. Je suis tombée sur le site d'une petite avocate indépendante, Maître Élise Caron, 8 rue de la Pompe. Je lui ai envoyé un mail, avec mes pièces jointes. Le lendemain, elle m'a appelé. Sa voix était calme, posée. Vous avez un document signé, daté, mentionnant une somme précise. C'est une créance. Et une créancière, ça a des droits. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Elle m'a donné rendez-vous le lundi suivant, à 10h30. Ce jour-là, il pleuvait. J'ai pris le métro ligne 9, carnet bleu sous le bras. Le cabinet sentait le cuir et le café. Dame dossier partout, des plantes vertes. Maître Caron a tout lu sans m'interrompre. Puis elle a levé les yeux, on peut le poursuivre. Et avec les éléments que vous avez, il devra soit rembourser, soit comparaître. Je suis restée silencieuse. Mais il faut être prête. Ce genre d'homme ne se laisse pas faire. Il va vous faire douter. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai respiré pour la première fois depuis des semaines. Pas parce que j'étais sûre de gagner, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un croyait en ma version de l'histoire. Avant de partir, elle m'a tendu un document, mandat de représentation. Je l'ai signé. Et en sortant, sous la pluie, j'ai senti un calme étrange. Pas de joie. Juste une certitude froide, j'allais me battre. Ce soir-là, j'ai ouvert la fenêtre de mon appartement, laissé l'air frais entrer. Les bruits de la rue montaient, klaxon, conversation, vie normale. Moi, j'étais encore un peu cassée, mais vivante. Et j'avais un plan, parce que si Thomas pensait que j'allais pleurer longtemps, il allait bientôt découvrir que la femme qui l'avait volé était aussi celle qui allait le faire tomber. Le premier courrier est arrivé 2 semaines plus tard. Une enveloppe blanche, sans logo, juste mon nom écrit à la main. À l'intérieur, une lettre de Thomas. Camille, je t'en prie, arrête tout. Ce n'est pas une guerre. Je t'ai aimé, tu le sais. Je n'ai pris que ce qui me revenait. On peut trouver un arrangement. Un arrangement. Ce mot, je l'ai relu 3 fois. Je l'entendais avec sa voix, son ton faussement calme, celui qu'il prenait toujours quand il voulait que je me taise. Le soir même, je l'ai montré à Maître Caron. Elle a souri doucement. C'est un aveu. Il reconnaît avoir pris de l'argent. Gardez tout, ne répondez pas. Elle a tapé quelques mots sur son clavier et imprimé un courrier, marquise en demeure remboursement partiel non effectué. Créance de 15 000 € reconnue par acte du 12 mars 2022. Délai légal, 8 jours avant saisine du tribunal. Je l'ai signé, main tremblante.
C'était la première fois que mon nom apparaissait sur un document contre lui. Et à ce moment précis, j'ai senti quelque chose d'indescriptible, pas de vengeance, pas de joie, juste la sensation d'exister enfin. Mais Thomas n'a pas attendu les 8 jours. Le lendemain, à 7h42, j'ai reçu un message: « T'as vraiment engagé une avocate? Tu crois que tu vas gagner contre moi ?» Puis un autre: « 10 minutes plus tard, je peux tout raconter sur toi, au boulot. Tu veux que je parle de ce qui s'est passé avec le patient en avril 2021 ?» J'ai gelé. Le patient d'avril 2021. C'était une erreur de dosage que j'avais signalée moi-même à la direction, corrigée dans la minute, sans conséquence. Mais il le savait. Et il menaçait d'utiliser ça. Je l'ai montré à Maître Caron. Elle a froncé les sourcils, c'est une tentative d'intimidation. Vous ne répondez pas, je garde la trace. À partir de ce jour, j'ai commencé à tout consigner, chaque message, chaque appel, chaque mot. Dans mon téléphone, un dossier s'est rempli, Thomas preuve. Je notais les heures précises: 8 février, 22h14 appel manqué. 9 février, 0h3 d'SMS, tu regretteras ça. 10 février, 15h27 message vocal, tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Ces phrases s'imprimaient dans ma tête comme des coups. Mais étrangement, plus elles arrivaient, plus je me redressais. J'ai recommencé à courir le matin, à manger correctement, à ranger mon appartement. Chaque détail banal devenait une forme de résistance. Un samedi, en rangeant mes papiers, j'ai retrouvé un vieux carnet de Thomas. Il l'avait oublié dans un tiroir. À l'intérieur, entre des croquis techniques, il y avait une page chiffonnée: pré-caisse d'épargne échéance 850 € par mois, Camille, solidaire du dossier. Je suis resté figé. Solidaire du dossier. Cela voulait dire qu'il avait peut-être signé un prêt en utilisant mon nom comme garantie. J'ai appelé la caisse d'épargne le lundi. Après 10 minutes d'attente, une conseillère m'a confirmé, d'une voix hésitante: « Oui, madame. Vous êtes effectivement co-emprunteuse d'un prêt contracté le 7 juillet 2021. Montant initial 20 000 €. Monsieur Delaunay est le bénéficiaire principal. » Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais jamais signé ce contrat. Pouvez-vous m'envoyer une copie? Bien sûr, par voie postale uniquement. Quand j'ai reçu la copie, 3 jours plus tard, j'ai eu envie de vomir. Ma signature était là, imparfaite, tremblée, mais indéniablement falsifiée. Thomas avait forgé ma signature. Je me suis rendu immédiatement chez Maître Caron. Elle a pris le papier, l'a tourné lentement entre ses doigts. C'est grave. C'est un délit. Faux et usage de faux. Vous êtes prête à aller plus loin? Je n'ai pas hésité, oui. Elle a tapé un nouveau courrier: plainte pour usage de faux et abus de confiance. Puis elle m'a tendu un dossier: nous allons déposer au tribunal judiciaire de Nanterre. Préparez-vous, il va riposter. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un mélange d'épuisement et de clarté. J'ai ouvert mon téléphone, encore 2 messages de lui. Tu vas le regretter. T'as jamais su te battre, Camille. Je les ai regardés, sans émotion. Parce qu'au fond, il avait tort. Ce n'était pas que je ne savais pas me battre. C'est juste que, jusqu'à présent, je n'en avais jamais eu la raison. Et cette fois, j'en avais une. Une bonne. Une légale. Une personnelle. J'ai rangé mes papiers dans le classeur bleu, j'ai posé une étiquette: procédure Delaunay versus Martin. Je n'étais plus la femme qu'il avait quittée. J'étais sa créancière. Et bientôt, j'allais devenir son cauchemar administratif. Les semaines suivantes ont été une succession de silences et de menaces voilées. Thomas ne m'écrivait plus directement, mais ses messages passaient par des amis communs. Camille exagère. Elle veut ruiner sa propre vie pour de l'argent. C'est elle qui a profité. Il l'a juste remise à sa place. Certains m'ont même appelé. Comme pour comprendre les deux versions. Je sentais, dans leur voix hésitante, qu'ils ne savaient pas quoi croire. Et c'est peut-être ce qui m'a fait le plus mal, voir les gens douter de ma vérité, simplement parce que je restais calme. Maître Caron, elle, avançait sans faiblir. Le 3 mars 2023, elle a déposé la plainte officielle auprès du tribunal judiciaire de Nanterre, avec toutes les pièces: la reconnaissance de dette, les virements, les messages, la copie du prêt falsifié. Elle m'a expliqué chaque étape avec une patience rassurante: une convocation sera émise. Il devra répondre. D'ici là, évitez tout contact direct. Laissez les faits parler. Mais Thomas ne comptait pas se taire. Le 15 mars, j'ai reçu un mail: je sais où tu bosses. Tu crois que ton hôpital appréciera d'avoir une infirmière accusée de diffamation? Il joignait une capture d'écran du dépôt de plainte. Il avait réussi à en obtenir une copie. C'était une tentative claire d'intimidation. Le lendemain, à 8h12, j'ai tout transmis à Maître Caron. Elle a répondu 10 minutes plus tard: je joins ces éléments à la procédure. Cela renforce votre dossier pour harcèlement moral. Je ne dormais presque plus. Je vérifiais la boîte aux lettres 3 fois par jour, redoutant la prochaine attaque. Mais au lieu d'une lettre de lui, c'est une convocation du tribunal que j'ai reçue le 27 avril 2023. Audience fixée au 19 juin, salle 4 bytes. En voyant la date, j'ai tremblé.
C'était la veille de mon anniversaire. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai préparé chaque détail. Avec Maître Caron, on a relu tous les messages, les relevés, les signatures. Elle me faisait répéter ma déposition, comme une actrice apprenant son texte, rester factuelle, concise. Vous ne plaidez pas la douleur, vous plaidez le droit. Je me suis surprise à la croire, parce qu'au fond, il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de reprendre ma narration, celle qui l'avait volée. Une semaine avant l'audience, Thomas a tenté une dernière manœuvre. Il m'a appelé d'un numéro inconnu. J'ai décroché, par réflexe. Camille, écoute-moi. On peut encore régler ça. Je rembourse 5000 € et on efface tout. Sa voix tremblait un peu, mais son ton restait celui d'un homme habitué à imposer. Tu veux que je te laisse tranquille? Alors signe un accord, on évite le tribunal. J'ai respiré un grand coup. Non, Thomas. Je veux juste la vérité et mes droits. Un silence. Puis un rire bref, sec. Tu crois que t'as une chance? C'est moi qui ai les bons contacts, Camille. Et il a raccroché. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ouvert mon dossier, ajouté la note, appel reçu le 12 juin, 21h07. Le jour de l'audience, j'ai mis une robe sobre, bleu marine. Les murs du tribunal semblaient absorber tous les sons, sauf celui de mon cœur. Thomas était là, chemise blanche, sourire mécanique. Il m'a salué d'un signe de tête. Je n'ai pas répondu. Maître Caron a plaidé avec une précision chirurgicale, Madame Martin n'a jamais consenti à ce prêt. La signature est falsifiée. De plus, Monsieur Delaunay reconnaît dans plusieurs échanges avoir utilisé les fonds du compte joint à son profit exclusif. Elle a cité les articles de 441 et 314 du Code pénal. Je me souvenais de ces chiffres par cœur, comme des cicatrices. Puis ce fut son tour. Thomas a joué la carte du charme blessé. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. C'était un compte commun, j'ai juste pris ma part. Et pour le prêt, c'est une confusion. J'ai cru qu'elle avait signé. Mais quand le juge a demandé « Avez-vous une preuve de cette autorisation écrite ?» Il a baissé les yeux. L'audience n'a duré qu'1 heure, mais j'ai eu l'impression qu'elle s'étirait sur des jours. À la fin, le juge a dit « Décision mise en délibéré. Communication par voie postale sous 15 jours. » Et tout s'est arrêté. En sortant, je me suis retrouvée sur les marches du tribunal, le vent tiède de juin sur le visage. Thomas est passé à côté de moi, sans un mot. Ses yeux, pour la première fois, n'étaient plus arrogants. Ils étaient vides. Je n'ai pas bougé. J'ai juste murmuré pour moi-même 15 jours. Et tout basculera. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie dans mon salon. Pas pour prier, non. Pour me rappeler d'où je venais et ce que j'avais traversé. Parce qu'à partir de ce moment-là, je n'étais plus la victime de Thomas. J'étais la femme qu'il avait traînée devant la justice. Et j'étais prête pour la suite. Le courrier du tribunal est arrivé un matin de juillet. Une enveloppe Kraft épaisse, cachetée du sceau de la République française. Je l'ai tenue un instant dans mes mains, incapable de l'ouvrir. La chaleur collait à ma peau, le ventilateur brassait un air lourd. Je me suis assise, j'ai respiré. Puis j'ai glissé mon doigt sous le rabat. La première ligne disait tout jugement rendu le 3 juillet 2023 tribunal judiciaire de Nanterre chambre civile. Je lisais lentement. Chaque mot comme une marche d'escalier. Le tribunal reconnaît la validité de la reconnaissance de dette datée du 12 mars 2022. Condamne monsieur Thomas Delaunay à rembourser la somme de 15 000 €. Majoré des intérêts légaux à compter du 5 mars 2023. Condamne le défendeur aux dépens et à une amende pour usage de faux. Avec sursis. Je suis resté immobile, les yeux brouillés. Il avait perdu. Ce n'était pas seulement une victoire financière, c'était une victoire morale. Celle d'une femme qui, après avoir été vidée de tout, récupérait son nom, sa légitimité. J'ai appelé Maître Caron. Elle a décroché aussitôt alors. On a gagné. Il y a eu un petit silence, puis un sourire dans sa voix, je m'en doutais. Il n'avait aucune chance. Elle m'a expliqué la suite. Thomas avait un délai de 30 jours pour exécuter le jugement. Passé ce délai, elle pourrait mandater un huissier pour saisie. Je l'écoutais, mais j'étais ailleurs. J'avais besoin de silence, de comprendre ce que cette victoire changeait ou pas. Ce soir-là, j'ai marché jusqu'à la Seine. Le ciel était orange, l'eau lente. Je me suis assise sur un banc et j'ai sorti de mon sac la copie du jugement. Les mots créancière Camille Martin brillaient dans la lumière du soir. Je me suis surprise à sourire, mais la réalité m'a vite rattrapée. 3 jours plus tard, un virement de 5 000 € est apparu sur mon compte, accompagné d'un message « Voilà un début. Le reste viendra quand je pourrai. » Pas de nom, pas d'excuses. Juste ce ton distant, administratif. J'ai transféré le message à Maître Caron. On encaisse, mais on continue la procédure pour le reste. Même s'il commence à payer. Surtout parce qu'il commence. C'est qu'il sait qu'il doit tout. Mais le plus surprenant, ce n'était pas l'argent. C'était le changement dans le ton de Thomas. Ses messages, auparavant menaçants, étaient devenus hésitants. Tu veux qu'on parle? On pourrait tourner la page, non?
Je suis désolée, d'accord. Je ne voulais pas en arriver là. Je n'ai pas répondu. Ce silence, c'était ma revanche la plus propre. Pourtant, à mesure que les jours passaient, une part de moi restait méfiante. Je savais comment il fonctionnait, chaque geste de paix cachait une manœuvre. Et je n'avais pas tort. Le 27 juillet, Maître Caron m'a appelé. Thomas vient de déposer une requête d'appel partiel. Quoi? Il conteste uniquement la reconnaissance de dette, pas la falsification. Il joue sur la forme, espérant retarder le paiement. J'ai fermé les yeux. La fatigue m'a submergé d'un coup. On doit tout recommencer? Non, ce n'est qu'une étape. Mais il faut répondre vite. On a 10 jours. Pendant 10 jours, j'ai revécu la tension du procès, les nuits sans sommeil, les repas avalés sans fin. Mais cette fois, je n'étais plus la même. Je connaissais le langage des dossiers, les délais, les formulaires. Je savais où chercher les preuves. Et surtout, j'avais arrêté de trembler à son nom. Le 4 août, nous avons déposé notre mémoire en défense. 9 pages signées de ma main. J'y avais ajouté une phrase à la fin, que Maître Caron a laissée telle quelle. Ce n'est pas une histoire de vengeance, mais de réparation. 2 semaines plus tard, le tribunal d'appel a confirmé le jugement initial. Aucune modification, aucune réduction. Thomas devait payer. Je n'ai pas pleuré cette fois. J'ai juste ouvert la fenêtre, laissé entrer la lumière du matin, et j'ai dit tout bas, c'est fini. Mais en réalité, ce n'était pas tout à fait fini. Car quelques jours après, un nouveau courrier est arrivé, non pas du tribunal, mais de la banque. Un relevé joint à une lettre sèche. Madame, suite à votre plainte, nous avons procédé à une vérification interne. Le prêt contracté au nom de Monsieur Delaunay comportait une falsification manifeste de signature. Conformément à la procédure, nous annulons votre co-responsabilité et engageons une action civile contre le souscripteur. J'ai relu cette phrase 3 fois. C'était la dernière pièce du puzzle. J'étais officiellement blanchie, effacée du prêt, libérée de cette dette invisible. Je me suis assise à mon bureau, entourée de tous ces papiers qui, autrefois, m'écrasaient. Et pour la première fois, j'ai compris que la justice, quand on la pousse jusqu'au bout, ne rend pas seulement l'argent. Elle rend le souffle. Ce soir-là, en rangeant mes dossiers, j'ai glissé une seule feuille dans une pochette à part, la reconnaissance de dette. Je l'ai notée au feutre noir, preuve que je me suis relevée. Et tandis que je rangeais le reste, une idée m'est venue presque douce, presque ironique. Thomas croyait m'avoir brisée. Mais il venait de m'apprendre à me défendre. Après la confirmation du jugement, tout s'est enchaîné vite. Le 11 septembre 2023, un huissier, mandaté par Maître Caron, a saisi le compte professionnel de Thomas. Il travaillait alors comme technicien indépendant, payé à la mission. En 3 jours, 10 000 € ont été bloqués. Je l'ai appris par un mail de mon avocate, saisie effective. Remboursement total IMIN. Félicitations. Ce mot félicitations m'a fait rire nerveusement. Qui aurait cru que ma victoire aurait l'odeur du papier timbré et le goût amer du café froid? Mais j'étais lucide, je n'avais pas gagné par vengeance, j'avais gagné par discipline. Par cette rigueur que j'avais autrefois mise dans les soins, les veilles, les nuits de travail et l'hôpital. Thomas, lui, a tenté une dernière fois de reprendre contact. Un mal, cette fois tu as su ce que tu voulais. Bravo, j'espère que tu es fier de toi. J'ai hésité à répondre, juste pour dire oui, je le suis. Mais non, le silence restait ma plus belle réponse. La semaine suivante, j'ai reçu le virement final. 15 000 €, 1 246 € d'intérêts légaux plus 800 € de dépenses. Ligne par ligne, sur mon relevé. J'ai regardé ces chiffres sans joie excessive, juste un sentiment calme, clair, c'est terminé. Mais quelque chose en moi refusait encore de croire à la paix. Pendant des mois, j'avais vécu dans la tension, la peur du prochain coup. Alors j'ai fait ce que je n'aurais jamais imaginé, j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute. Elle s'appelait Nora, la quarantaine douce, le bureau plein de plantes. Elle m'a écouté sans m'interrompre pendant 1 heure. Puis elle a dit, simplement, vous avez été volée 2 fois, Camille. D'abord matériellement, puis émotionnellement. Mais vous avez rendu la deuxième dette impayable. Je n'ai pas compris tout de suite. Elle a souri, vous l'avez forcé à affronter la femme qu'il pensait pouvoir effacer. Je suis sortie de là avec une légèreté nouvelle. Je marchais dans la rue, les mains libres, sans dossier, sans peur. Paris me semblait différente, plus lente, plus respirable. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre inattendue, le tribunal de commerce me convoquait comme témoin dans la procédure ouverte contre Thomas. Il avait perdu son statut d'auto-entrepreneur pour manquement déontologique et fraude documentaire. Je n'ai pas eu à témoigner, finalement l'affaire s'est réglée avant. Mais ce jour-là, j'ai compris que la roue, lentement, avait tourné. Pourtant, tout n'était pas aussi simple. La victoire m'avait laissé vide. Je passais mes soirées à ranger, nettoyer, réorganiser. Et parfois, quand le téléphone sonnait, mon cœur s'arrêtait encore une seconde. Avant de réaliser que ce n'était plus lui. Un dimanche soir.
En triant mes vieux papiers, je suis tombée sur une photo de nous, Thomas et moi. À Deauville, 2019. Je l'ai regardé longtemps. Nous avions l'air heureux. Mais en réalité, je crois que je ne connaissais pas encore mon propre visage sur cette photo. Je n'étais pas celle que je suis devenue ensuite, une femme capable de dire non, de signer, de se défendre. Je l'ai glissée dans une enveloppe et, sans réfléchir, je l'ai brûlée au-dessus de l'évier. Pas par colère, mais par hygiène. Le lendemain, j'ai pris un café avec Maître Caron pour lui remettre les documents finaux. Elle m'a tendu un reçu de clôture, affaire Delaunay versus Martin, exécution intégrale du jugement close. Puis, en rangeant son dossier, elle m'a regardé, vous savez. La plupart abandonnent avant d'en arriver là. Vous avez tenu jusqu'au bout. Vous avez compris que le droit, ce n'est pas un luxe, c'est une arme. Je lui ai souri. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai osé lui poser une question et maintenant, elle a haussé les épaules doucement, maintenant, vous vivez. Ces mots ont résonné dans ma tête tout le chemin du retour. Le métro vibrait, les gens parlaient fort, la vie continuait. Et moi, je réalisais que tout ce combat n'avait pas été pour récupérer 15 000 euros, mais pour récupérer moi-même. Ce soir-là, j'ai rouvert mon dossier bleu une dernière fois. J'ai tout relu, lentement, la plainte, les copies, les lettres, la reconnaissance de dette. Puis j'ai sorti une boîte vide et j'y ai rangé chaque feuille. Dessus, j'ai collé une étiquette, terminée. J'ai éteint la lumière, ouvert la fenêtre et laissé le vent du soir faire voler les rideaux. Dans ce souffle, j'ai senti pour la première fois depuis des années ce que c'était, la paix. Mais je savais que ce n'était pas encore la fin. Parce que quand on reconstruit tout après avoir tout perdu, il reste encore la vie à réinventer. L'automne est arrivé comme une respiration. L'air sentait la pluie, les marrons chauds, la terre mouillée. Et moi, je me sentais enfin vivante, pas triomphante, juste présente. J'avais repris mes gardes à l'hôpital à temps partiel. Au début, certains collègues me regardaient avec ce mélange de curiosité et de pitié qu'on réserve aux gens qui ont une histoire. Mais très vite, le quotidien a repris le dessus, les alarmes, les couloirs, les patients. Et ça m'allait bien. Le travail manque. Je continuais de voir Nora, la thérapeute. Une fois par semaine, je m'asseyais sur son fauteuil en velours vert. Et je lui racontais ce que je redécouvrais, le goût du café sans stress. Le plaisir de rentrer chez moi sans craindre un message. La sensation d'acheter quelque chose sans vérifier 3 fois mon compte. C'est fou comme la liberté peut se cacher dans des gestes minuscules. Un soir, je suis rentrée plus tard que d'habitude. En ouvrant la porte de mon appartement, j'ai remarqué le silence. Il y avait plus de tension dans l'air, plus de fantômes dans les murs. Juste moi. J'ai cuisiné des pâtes, mis de la musique et j'ai bu un verre de vin. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de justifier ce moment à quelqu'un. Quelques jours plus tard, un courrier inattendu est arrivé, cette fois du greffe du tribunal. Il m'informait de la radiation de la plainte civile suite à exécution complète du jugement et absence de recours supplémentaire. En bas, une ligne sobre, affaire close le 12 octobre 2023. J'ai posé la lettre sur la table. 2 mots simples, presque administratifs, affaire close. Mais pour moi, c'était comme une phrase magique. Je suis allée marcher au bord de la Seine ce soir-là, comme la première fois après le procès. Le vent faisait frissonner les feuilles. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes anciens messages. Tous ces mots, toutes ces menaces, encore là. Je les ai relus, une dernière fois. Puis j'ai tout effacé. Le geste a duré 3 secondes. Mais ces 3 secondes ont effacé 3 ans de peur. Après ça, j'ai commencé à rêver différemment. Pas de revanche, pas de tribunaux. Dame projet simple, suivre une formation d'infirmière coordinatrice, peut-être partir vivre ailleurs, au bord de la mer. Nora m'avait dit, la reconstruction, ce n'est pas effacer le passé, c'est faire de la place pour autre chose. Alors j'ai commencé à ranger ma vie comme on range une pièce trop longtemps encombrée. J'ai vendu le vieux canapé, celui que Thomas voulait garder. J'ai repeint le mur du salon en blanc cassé. J'ai accroché une photo que j'avais prise moi-même. Sur un quai de gare vide, un train qui partait, flou. Dans le soleil du matin, chaque fois que je la regarde, je me dis, c'est moi, ce train, en novembre. Maître Caron m'a envoyé un dernier mail, le virement final a été validé. Vous pouvez clôturer le dossier fiscalement. Je lui ai répondu simplement merci pour tout. Elle a répondu 1 heure plus tard, vous savez, vous devriez témoigner un jour. D'autres femmes vivent la même chose et pensent qu'elles n'ont aucun recours. Ce message m'a poursuivi plusieurs jours. Témoigner, raconter. Je ne savais pas si j'en avais la force, mais l'idée a germé. J'ai commencé à écrire, d'abord pour moi. Quelques phrases griffonnées sur un carnet, j'ai cru que l'amour suffisait. J'ai appris que la confiance se signe, se date, se garde précieusement. Et qu'il n'y a rien de plus fort qu'une femme qui connaît ses droits. Chaque mot que j'écrivais me libérait un peu plus. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Un soir, j'ai rouvert mon dossier bleu. Je l'ai relu d'un bout à l'autre, sans douleur cette fois.
Et à la fin, j'ai ajouté une dernière feuille blanche avec une seule phrase: « Ce dossier m'a rendu libre ». J'ai refermé la boîte, calmement, et je l'ai glissée dans le haut de mon placard. Je savais que je ne la rouvrirais plus. Le lendemain, je me suis inscrite à un cours de droit civil pour non-juristes proposé à l'université du soir. Je voulais comprendre ce que j'avais traversé, pas seulement le vivre. Peut-être que c'était ma manière à moi de boucler la boucle. Quand le professeur a demandé pourquoi chacun était là, j'ai répondu pour ne plus jamais signer sans comprendre. Toute la salle a ri doucement. Moi aussi. Et à cet instant, j'ai senti que quelque chose s'était véritablement terminé. Pas seulement l'affaire, mais la version de moi qui croyait devoir tout supporter pour être aimée. Cette femme-là, désormais, avait disparu. À sa place, il y avait une autre plus calme, plus lucide et infiniment plus forte. L'hiver est arrivé doucement, sans fracas. J'avais l'impression que la ville elle-même respirait au ralenti. Les vitrines s'étaient couvertes de guirlandes, et moi, je marchais souvent seul dans les rues, les mains dans les poches, à écouter le bruit de mes pas sur les pavés. Ce silence n'était plus une solitude, c'était une paix. En décembre, j'ai pris une décision qui aurait semblé folle quelques mois plus tôt, j'ai quitté l'hôpital. Pas par fuite, mais par choix. J'avais économisé assez pour tenir un moment, et surtout, j'avais besoin de me retrouver hors des urgences, hors des nuits blanches et des couloirs qui sentent le désinfectant et la peur. Je me suis inscrite. C'était un domaine que je ne connaissais pas, mais qui me fascinait, comprendre les rapports de force, les logiques, les lois non dites derrière les comportements humains. Ironie du sort, j'étais devenue experte dans un sujet que j'avais subi. La première fois que j'ai parlé devant la classe, ma voix a tremblé. Mais après quelques phrases, j'ai senti que je maîtrisais ce que je racontais. Je connaissais le terrain, pas par théorie, mais par cicatrice. Un soir, à la pause, une étudiante m'a demandé: « Tu dis les choses avec une force calme. T'as vécu quelque chose de similaire ?» J'ai souri. Disons que j'ai appris que la justice, parfois, commence dans une cuisine, avec un mail qu'on ose envoyer. Elle a ri, sans comprendre vraiment. Mais j'ai senti que j'avais planté une graine. Pendant les vacances, j'ai passé Noël seul pour la première fois. Pas par tristesse, par choix. J'ai cuisiné un petit plat, ouvert une bouteille, mis un disque de jazz. Dehors, la neige commençait à tomber. Je me suis assise au bord de la fenêtre, une couverture sur les genoux, et j'ai regardé la ville s'endormir. Je n'attendais plus de messages, plus d'appels. Et cette absence-là, je l'ai trouvée magnifique. En janvier, un mail inattendu a atterri dans ma boîte. « Bonjour, je suis journaliste pour une émission documentaire sur les affaires civiles. Votre avocate nous a parlé de votre dossier sans révéler de détails personnels. Accepteriez-vous de témoigner anonymement sur votre parcours judiciaire ?» J'ai hésité plusieurs jours. L'idée de replonger dans cette histoire me faisait peur. Mais quelque chose en moi voulait parler, pas pour moi, mais pour celles qui, comme moi autrefois, ne savaient pas qu'elles avaient des droits. Finalement, j'ai accepté. L'entretien a eu lieu en février, dans un café calme du 15e arrondissement. Pas de caméra, juste un micro et deux voix. J'ai raconté, sans pathos, sans haine. Juste les faits et ce qu'ils avaient fait de moi. Quand l'émission est sortie, quelques semaines plus tard, j'ai reçu plusieurs messages anonymes sur ma messagerie. « Merci. J'ai reconnu mon histoire dans la vôtre. Vous m'avez donné le courage d'appeler un avocat. Je croyais que c'était impossible. Mais votre voix m'a prouvé le contraire. » Ces phrases-là, je les ai lues en silence, les larmes aux yeux. C'était la première fois que ma douleur servait à quelque chose. Le printemps suivant, j'ai terminé ma formation avec mention. Lors de la cérémonie, le directeur a lu mon mémoire, Le droit comme reconstruction identitaire, étude de cas et réflexion personnelle. Je n'ai jamais eu autant de fierté. Quelques jours plus tard, je suis retournée voir Maître Caron avec un bouquet de fleurs. Elle m'a accueilli avec un sourire sincère. « Vous avez l'air apaisé. » Je crois que oui. Elle a pris le bouquet et a dit: « C'est rare, les clients qui reviennent après la victoire. La plupart disparaissent dans leur nouvelle vie. » Je lui ai répondu justement. C'est pour la remercier de m'avoir aidé à la construire. En sortant du cabinet, j'ai croisé mon reflet dans une vitrine. Je ne me suis pas reconnue tout de suite. J'avais le même visage, les mêmes yeux, mais le regard avait changé. Il y avait quelque chose de plus droit, de plus tranquille. Ce soir-là, j'ai rouvert le carnet où j'avais noté autrefois mes dépenses, mes blessures, mes peurs. J'ai tourné la page et j'ai écrit simplement: « Je ne suis plus la femme qu'on a vidée, je suis celle qui s'est remplie. » Puis j'ai fermé le carnet et je l'ai rangé dans un tiroir. Pas pour oublier, pour clore, parce qu'il y a une différence entre tourner la page et arracher le livre. Et moi, je voulais garder ce livre comme un rappel de ce que la douleur peut construire quand on la traverse sans fuir. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai regardé par la fenêtre. La ville brillait, les phares, les fenêtres, les vies. Et j'ai murmuré, sans m'en rendre compte: c'est fini. Mais c'est aussi le début. Je repense souvent à tout ce parcours, à ces mois suspendus entre la peur et la reconstruction.
Parfois, tout me semble irréel, comme si cette histoire appartenait à une autre femme, une Camille plus naïve, plus docile, qui croyait que l'amour pardonnait tout et que la justice appartenait aux autres. Mais cette femme-là, c'était moi. Et pourtant, quand je regarde le chemin parcouru, je comprends que chaque douleur a laissé une empreinte utile. Chaque humiliation, chaque menace, chaque nuit sans sommeil m'a appris quelque chose que je n'aurais jamais compris autrement, qu'il ne faut jamais confondre bonté et silence. Amour et abandon, confiance et dépendance. Je ne crois plus au conte parfait. Je crois en la lucidité, en la paix qui vient après la tempête, quand on apprend à respirer sans justification, à exister sans permission. Thomas n'est plus qu'un nom dans mes papiers clos, un souvenir administratif. Je n'ai plus de colère, seulement une distance tranquille. Ce qu'il m'a pris n'était rien comparé à ce qu'il m'a forcé à trouver en moi, la force, la patience et ce mot que j'avais oublié, le respect. Aujourd'hui, je vis seule, mais jamais isolée. Je lisse, j'écris, j'aide d'autres femmes à comprendre leurs droits quand elles en ont besoin. Parfois, j'interviens dans des ateliers de prévention financière où je dis toujours la même phrase: tout ce qu'on signe nous engage, mais tout ce qu'on comprend nous libère. C'est devenu mon credo. Pas par vengeance, mais par transmission. Si je ferme les yeux, je revois la jeune femme assise dans ce bureau de notaire en 2022, le cœur brisé, mais les mains encore propres. Je voudrais lui dire: tiens bon, tu vas tout perdre, oui. Mais tu vas te retrouver, et ça vaudra chaque larme. Parce qu'au fond, cette histoire n'a jamais été celle d'une défaite. C'est celle d'une renaissance. Et maintenant que tout est dit, je peux le dire sans trembler, je ne me bats plus pour prouver ma valeur. Je vise pour la célébrer.